pense que le pickpocket, il y en a en Colombie. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de tourisme sexuel, en fait, aujourd'hui en Colombie. Donc beaucoup d'Américains qui viennent en Colombie et qui se font dépouiller. Ce que je sais, c'est que lever des fonds en equity n'est pas la solution à tous les problèmes. C'était un des tout premiers business angel parce que je comprenais le produit mieux que personne avec Spendesk, parce qu'on avait eu ces problèmes. Tant que ta boîte ne génère pas un flux de cash important, c'est pas une vraie boîte. En fait, quand t'as dit ça, en fait, on comprend quelle est ta vision. Et du coup, on comprend pourquoi t'as donné ce nom à la marque, même s'il est long. En fait, on comprend qu'il veut tout dire, en fait, tu vois. Nouvelle saison et donc nouveau sponsor avec G-Collect. Je suis hyper content de te présenter mon nouveau partenaire qui s'occupe du recouvrement de mes factures et c'est donc G-Collect. Je suis moi-même client et comme ça s'est hyper bien passé, du coup, je te fais mon retour d'expérience. Et du coup, comme d'habitude, je t'ai négocié une très belle offre que tu trouveras en description de ce podcast. Tu connais le problème. Tu fournis un service ou un produit à un client, tu lui envoies ta facture, mais ce client ne te paye pas. Pire, il ne te paye jamais. Tu le relances une fois, 2 fois, 3 fois, et puis tu commences sérieusement à t'énerver. Mais rien n'y fait, le client refuse de dégainer le virement. Tu te dis alors qu'il est temps de faire appel à tel ou tel organisme de recouvrement, mais le problème c'est que la plupart, c'est un peu des charognards qui vont te prendre 30%, 40%, voire même plus de la somme récupérée. Donc autant te dire que la plupart du temps, tu préfères t'asseoir sur ton argent et abandonner. Et c'est là du coup que G-Collect a totalement changé la donne pour moi. Leur approche, déjà, elle est hyper innovante. Ils ont une plateforme qui te permet de lancer une procédure franchement en seulement 2-3 clics. En à peine 5 minutes, c'est réglé. C'est vraiment hyper simple, hyper rapide. Même moi, j'ai réussi, donc c'est vraiment pour te dire. Ensuite, ils utilisent l'IA et le data mining pour évaluer au plus juste les procédures à lancer et les honoraires à réclamer. Ils vont également, évidemment, privilégier la négociation et la médiation plutôt que le rapport de force. Et on va dire que c'est quand même toujours plus sympa. Parce que le but, ce n'est pas de se fâcher avec la terre entière et de garder quand même une relation à peu près stable avec ce même client. Et cerise sur le gâteau, tu ne les payes qu'au succès. Tu ne les rémunères que si le recouvrement a abouti. Du coup, résultat, avec G-Collect, entre 40 et 50% des factures sont recouvrées en moins de 3 semaines. Dans mon cas, ils ont récupéré le paiement de ma première facture en moins d'1 semaine, alors que ça faisait des mois que je relançais ce même client. Alors certes, à première vue, cette approche, elle semble trop belle pour être vraie. Mais comme ils gèrent 50 000 factures tous les jours, ils sont notés 4,5 sur Google, ça veut quand même dire qu'ils tiennent à peu près leurs promesses, non? Et comme convenu, je t'ai négocié un petit cadeau. Leurs honoraires sont gratuits pour toi sur ta première facture recouvrée. Ça veut dire que tu peux tester 100% gratuitement, tu n'as absolument rien à perdre. Du coup, rendez-vous sur le lien en description pour essayer G-Collect. Merci encore à eux et bonne écoute. Yes, on était en train de parler d'une relation qu'on a en commun, de 2 relations en commun, qui sont les fameux twins, les frères Huguin, Louis et Edouard, qui sont passés par Kimono. Et qui, toi, après, sont passés dans ton équipe chez Spendesk. Alors, t'avais que Louis ou t'avais les deux, toi? En fait, ouais, t'avais Louis qui était chez Spendesk et qui était dans mon équipe. Et t'as Edouard qui a commencé dans une autre boîte eFounders. Donc, Spendesk était aussi une boîte eFounders. Il était pas chez Front? Il était chez Upflow. Ah, il était chez Upflow, ouais. C'était en plus 2 produits financiers. Donc, ils avaient un peu le même job. Et il a rejoint Pigment, qui a une histoire très proche de Spendesk aussi. Donc, ils se suivent de proche là-dessus. Et ouais, il nous avait rejoint. D'abord, je pense qu'il avait fait son premier stage chez toi. C'est ça. Moi, l'histoire, elle est simple. C'est l'époque. Je pense qu'on est en 2017, 18. Ouais, 2017. L'année de la création de Kimono. On commence à être sous l'eau avec Olivier. Je vois qu'il y a un petit mec avec une petite tête d'enfant de 12 ans et demi qui a été regarder mon profil LinkedIn. Alors, à l'époque où je crée pas de contenu, que dalle et tout. Et là, je vois qu'il a fait Cage comme moi, ouais. Et surtout qu'il a suivi la formation Lyon, donc de chez The Family. Donc du coup, je me dis tiens, c'est un mec qui est dans un état d'esprit, tu vois. Et je lui envoie juste un simple message en mode t'es qui toi? Est-ce que tu cherches pas un stage ou autre? Il me dit si, je cherche un stage de 6 mois. Je dis mec, on cherche chez Kimono chez The Family. Il fait je connais très bien. Bim, on se téléphone et on se serre la pince et puis il nous a rejoint et après il nous a amené son frère jumeau Edouard. Donc, ils étaient à Bali pour faire de la prospection. Ah, c'est après. Et nous, on les avait gardés pendant qu'ils étaient à Bali en mode free, tu vois. Okay. Et en fait, ce qui était marrant on va pas passer le podcast sur les Huguins, c'est qu'en fait, eux, ils nous ont parlé de growth avant que nous, en fait, on comprenne ce que c'était. Et j'en parlais là, il y a 2 semaines avec Brice Morin, de la grosse machine que tu connais forcément. C'est que nous, c'est les frères jumeaux. Donc, c'est les Huguins qui nous ont présenté la grosse machine et tout ce que c'était, en fait, les séquences et les si alors avec les mélanges entre le mail, LinkedIn, enfin tout ce que tu veux,
qui pour nous était tout nouveau. Hein. Nous, on était des sales à l'ancienne, en mode bourrin, on faisait des bases de données, on shootait quoi. Et eux, ils nous ont appris à ce que c'est de faire du growth. Et du coup, c'est pour ça que ça m'a pas étonné en fait à posteriori de savoir qu'ils ont fini dans ton équipe, parce que toi, t'étais également vraiment l'un des visages du growth à cette époque chez Spendesk quoi. Ouais, je pense pour te recontextualiser, le growth a toujours existé, mais c'est beaucoup de tendances, tu vois, et les tendances elles durent entre 5 et 10 ans, ça dépend de la vitesse. Et tu parlais 2017, même un peu avant. En France, on était très fort en growth, mais plutôt sur du Facebook Ads. En fait, t'avais beaucoup de communautés. The Family faisait beaucoup de bruit autour de ça. On avait aussi des startups à ce moment-là qui étaient plutôt consumer, marketplace. C'était un peu cette tendance-là. Et il y a le software qui a commencé à se développer, tu vois, avec les Algolia, les Payfit, les Spendesk, les Aircall. Et donc là, on est arrivé avec un peu les big guys, c'était les boîtes du SaaS. C'est ceux qui ont levé un peu plus d'argent, qui avaient des croissances un peu plus fortes. Et du coup, nous, on est arrivé au parfait timing, quoi, quand le SaaS a commencé à se développer. Et quand du coup, on a dû adapter le growth pour ce type de produit qui était assez différent. C'était des paniers moyens qui étaient plus chers. C'était des marchés qui étaient aussi plus petits. Et donc, je pense que j'ai fait partie des premiers à la fois à faire des techniques de growth un peu plus différentes, plus proches du sales que du paid marketing, quoi. Et aussi à dédier beaucoup de budget. Je pense qu'à la fin, on devait avoir une équipe à plus d'1 million d'euros de fonctionnement, quoi. Donc, c'est-à-dire, tu vois, on était une équipe entre 8 et 12 personnes dans la core team. On avait pas mal de freelance, on avait pas mal d'outils assez coûteux. Et donc, on était une des premières équipes et on s'était brandé vachement là-dessus, qui faisait du growth, pas en termes de un profil alternant stagiaire qui se bat tout seul pour générer de la croissance, mais avec vraiment un département entier au sein de la société qui dédie beaucoup d'argent, de ressources et de talents pour avancer sur le growth. Et aujourd'hui, ça s'est démocratisé, tu vois, dans le software. Il y a des très belles équipes growth chez Conto, chez Encore Store, chez pas mal d'acteurs, quoi, en fait. Vous étiez un peu comme les Corses ou les Basques de chez Spendesk, quoi. Ce que j'aime à dire, c'est que vous aviez un peu créé t'avais créé un peu une petite nation dans la nation. C'est-à-dire que t'avais une équipe très autonome, avec limite un peu votre propre culture, vos propres rituels, vos propres trucs, en fait, à vous, quoi. Je pense que c'est ça qui a fait le succès, tu vois, de l'équipe growth de Spendesk, mais aussi de Spendesk en général. C'est que les gens avaient énormément d'autonomie. Ça vient d'un fondateur, Rodolphe, qui a laissé son anniversaire aujourd'hui, tu vois. Franchement, on l'embrasse. Et tu sais que j'allais dire, c'est ouf parce que qu'il est pas très médiatisé, en fait, Rodolphe, hein. Il est au-dessus. Alors que c'est incroyable ce qu'il a fait, quoi. C'est incroyable ce qu'il fait, la personne que c'est, mais en fait. Moi, je le connais pas, par exemple, tu vois. Ouais, je pense que très peu de gens le connaissent et il faut parler aux gens qui étaient chez Spendesk pour savoir que c'était lui le patron et qui a construit beaucoup de culture. Mais du coup, il a laissé beaucoup de flexibilité. Moi, un exemple concret, je suis arrivé, j'avais 20 ans chez Spendesk, tu vois, j'étais tout jeune, j'avais jamais presque bossé de ma vie. Hein. Mais toi, t'étais dans les 3-4 premiers, non? Ouais, on était pas nombreux, on était pas nombreux au début. J'étais même en stage, sur le début. Et, très vite, au bout de 4-5 semaines, tu te mets à prendre des décisions, choisir le CRM. Tu vois, c'est une décision qui peut paraître anodine, mais qui va mettre un contexte pour le reste de la boîte, quoi. Donc, c'est un choix qui peut être ultra réfléchi, ultra politique, cher aussi. Mais en fait, on te dit, c'est pas ton problème, vas-y, fais-le et démerde-toi, quoi. T'avais pris quoi à l'époque? On avait pris Close.io au tout début. Ok. Quoi. Je pense que si c'était à refaire, je prendrais d'autres acteurs. Atio pour pas les citer ou Folk pour pas faire d'ennemis. Mais ouais, donc c'était le début, on était vachement décentralisé. Et pour revenir sur ta question, nous, on avait besoin de faire une équipe growth assez forte, puisque le problème du growth, c'est que historiquement, il n'existe pas. Dans un organigramme d'une société. Est-ce qu'on peut même définir ce que c'est le growth pour eux? Parce que là, en fait, on me le fait souvent remarquer, en fait, ça, quand on dit ça, là, en fait, on parle un peu à un microcosme qui est le nôtre, mais peut-être qu'en fait, la plupart des gens savent pas mettre une définition là-dessus. Comment on le définirait? Ouais, il y en a beaucoup. Il y a aussi pas mal de débats. Moi, la définition qui est assez simple, c'est faire grossir le revenu d'une société, quoi. Ça. Donc le growth. C'est vrai que comme t'as raison, quand tu parlais de 2016, vous savez tous, c'est en fait, il me semble, c'est la première fois qu'on entendait par exemple qu'il y avait des postes qui étaient Head of Growth qui étaient créés. Ouais. Tu vois, moi je me rappelle, je suis arrivé chez The Family 2016, il y avait un Head of Growth qui était Com. Ouais. Tu vois. Et c'est la première fois que je voyais ça. Je savais pas ce que c'était au début. Ouais, ils étaient clairement dans les premiers. Je pense que le growth, en fait, c'est
tout le monde peut en faire, mais il faut quand même de la croissance à la fin. Tu vois, faire 10% de croissance à l'année, c'est honorable, c'est bien, mais on n'est pas dans ces challenges qu'on va avoir. On va pas dédier une équipe pour faire 10% de croissance, quoi, en fait, ça va. C'est ça, en fait, pour dire, en fait, c'est que tu vois, il y a les gens qui sont CRO, donc, et son équipe. Donc, le CRO, c'est celui qui est responsable du revenu. Ouais. Mais vraiment, le growth, le head of growth et son équipe, eux, ils sont vraiment dédiés à la croissance. Comment on va chercher, justement, tu le dis, avec du coup des gros budgets, donc beaucoup de SaaS, beaucoup de scale-up. Encore une fois, désolé, il y a beaucoup d'anglicisme. Beaucoup en fait de boîtes qui sont dans le logiciel, grosso modo, et qui sont des boîtes tech qui statistiquement lèvent le plus de fonds, qui sont plus sexy pour aller faire des séries A, des séries B ou autres. Les premières, tu vois, si on revient sur l'historique, t'avais les premiers qui ont écrit des livres, qui ont fait des podcasts, qui ont écrit des sur le sujet, c'était des boîtes très consumer. Donc c'était vraiment B2C classique, Dropbox. C'est la première boîte qui a vachement documenté sur le growth. Il y a eu Uber aussi qui a fait énormément de bruit. Donc ça, c'est vraiment, tu vois, 2010, quoi. Après, il y a eu beaucoup de marketplace qui s'est développé, de site e-commerce aussi en France. Je pense que toi, t'étais chez The Family à ces moments-là. Ouais. Il y avait beaucoup de boîtes qui étaient très consumer en fait. Je sais pas, Merci Andy, ce type de société. Asphalt, tout ça, bah pareil. Exactement. Avec un Rodolphe que tu dois connaître, qui est un super gros aussi. Et après, on a commencé à avoir des boîtes comme Algolia, comme Aircall, comme Front. Et donc ça a été une nouvelle génération. Et je pense qu'aujourd'hui, il y en a encore plus, tu vois, de nouveaux cas. Et ouais, donc le growth, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas une manière de le faire. D'une boîte à l'autre, tu vas avoir des particularités, donc tu vas avoir des profils qui vont être plus ou moins différents, des compétences qui vont être plus ou moins différents. Et c'est ça qui est vachement intéressant, en fait, puisque globalement, à la différence peut-être des jobs dans le marketing ou des jobs dans le sales, ben on va avoir une fiche de poste qui est beaucoup plus flexible. C'est-à-dire que d'un mois à l'autre, on va peut-être pas bosser sur les mêmes sujets, on va peut-être pas avoir les mêmes KPI aussi. Et c'est ça la vraie particularité du growth, c'est que c'est souvent des gens où on sait pas trop où les mettre, mais on sait qu'ils vont contribuer à grossir la boîte, quoi. Et donc derrière, tu as à peu près plusieurs petites familles de growth à l'intérieur. Parce que c'est ça en fait. Après il y a maintenant le buzzword qui était vraiment à la mode à l'époque, c'est justement les gens qu'on appelait les growth hackers. Donc en fait souvent quand on pense au growth, on pense aux gens en fait qui justement qui créent des séquences, qui bidouillent, tu vois, comme à l'époque utiliser la grosse machine qui était un peu une machine un peu pirate, qui rentrait un peu dans l'API de LinkedIn, tout ça et tout. C'était on va dire une technique, c'était un hack de growth, donc c'était du growth hacking, mais le growth c'est pas du tout que ça en fait. Non, et tu vois, et c'est pour ça que malheureusement très peu de ces profils-là ont monté des équipes ou ont aussi rejoint des boîtes qui ont bien grossi ou autre. C'est qu'en fait, si tu regardes les meilleurs profils growth, et je me tire peut-être une balle dans le pied en le disant, mais c'est pas les plus actifs sur LinkedIn. Tu vois, aujourd'hui il y a des très bons profils growth. Je pourrais donner des noms. Tu vois, Gwen par exemple chez Conto, elle a fait une stratégie, mais il y a très peu de gens en France qui ont vécu ce que Conto a vécu en termes de croissance, en fait. Et ces gens-là, ils reposent pas sur des outils ou ils reposent pas sur des, tu vois, sur des hacks, en fait. Ils ont vraiment, ouais, donc ils en font, bien sûr, mais en fait, il y a vraiment cette compréhension business où ils arrivent à comprendre le business mieux que n'importe quel profil dans la boîte, en fait. Et ils arrivent, du coup, à prendre des décisions plus rapidement, que les autres, quoi. Et les meilleurs profils growth aujourd'hui qu'on a dans l'écosystème, il y a souvent des belles boîtes derrière, mais c'est souvent des profils qui viennent de parcours tellement différents. T'as des data scientists, tu vois, t'as des analystes financiers, t'as des profils plutôt autodidactes, d'autres qui ont fait des écoles de commerce. Et en fait, c'est toujours les gens qui comprennent le mieux le business de la boîte. Ça, c'est l'argument que j'arrive à, tu vois, la compétence qu'ils arrivent tous à avoir, quoi. Parce que toi, ce qui a été quand même assez, du coup, remarqué et remarquable, c'est qu'en plus, toi, t'as là où je dis que t'as un visage du growth dans la tech française, c'est qu'en plus toi t'as beaucoup documenté, t'as créé beaucoup de contenu autour de ça, et c'est et puis t'as même fait une communauté. Growth Talent, on est d'accord, c'est toi qui l'as créé, je dis pas de conneries. Et c'est ce qui fait que toi aujourd'hui, ta marque personnelle, elle est quand même très ancrée de cette expérience et de cette compétence, quoi. Ouais, je pense qu'on a commencé à créer du contenu quand c'était pas évident pour les autres. On a fait deux choses. La première, c'est qu'on a envoyé une newsletter d'équipe qui avait été lancée par Vincent Plassard, un membre de l'équipe, où chaque vendredi, on a envoyé tous les articles qu'on avait lus, en fait. Et nous, on l'a fait juste pour se faire kiffer, pour s'obliger, tu vois, à documenter, à partager des outils, des articles. Sauf qu'on est arrivé à plus de 6000 abonnés.
Tu vois, sur cette newsletter en moins de 2 ans. Donc nous, c'était un side project. On prenait 1 heure le vendredi après-midi. Avant de finir la semaine, on envoyait la newsletter, quoi. Donc ça a été le premier truc qui nous a donné énormément de visibilité. Ça s'appelait comment à l'époque déjà? La grosse letter. C'était la grosse letter. Ouais, c'était la grosse letter.club, qu'on a laissé à l'abandon depuis, mais qui était le premier truc à exploser. Je voudrais le refaire, ça. Ouais, bien sûr. On peut appel aux volontaires, tu vois. Pour les gens qui veulent le relancer. Écrivez à Vincent, la grosse letter, écrivez à Vincent, mais ça marchait très bien. Et je pense que beaucoup de gens s'en souviennent. Le deuxième, c'est qu'on était très fan d'Apple à l'époque, et je l'ai encore plus aujourd'hui, tu vois. Et on a organisé des keynotes, en fait. Une fois tous les 6 mois, on ouvrait nos bureaux. Et chacun des membres de l'équipe, on était 8, tu vois, quand même, grosse manager dans l'équipe, il venait présenter une expérience qu'il avait fait ce semestre-là, en fait. Et donc, on ouvrait nos portes, on venait et on montrait des choses que les gens avaient jamais vues, en fait, puisque souvent, sur LinkedIn, tu voyais des petites choses, mais tu voyais pas vraiment... on était les premiers, tu vois, à utiliser vraiment ce qu'on appelait le VMS, donc réussir à envoyer des messages automatisés, mais sur les répondeurs des gens. On était les premiers à faire des landing pages ultra personnalisées avec le nom, prénom de la personne qui visitait. On faisait plein de choses, soit très techniques, soit très visuelles, en fait. Et on ouvrait nos bureaux, il y avait plus de 100 personnes, en fait, qui venaient là-dessus. Donc on s'est fait une réputation, je pense. On a fait un peu de contenu, mais beaucoup moins que... ce que toi t'es capable de faire, tu vois, c'était un email par semaine, un post de temps en temps là-dessus, mais c'était déjà en fait remarquable à l'époque parce on que était dans le partage, parce que personne ne créait trop de contenu, personne faisait dans le partage, et je pense que c'est un peu la morale de l'histoire. C'est qu'on est avant le Covid là, pour le dire. Ouais, là on est en 2018. Et ça, l'ère des créateurs de contenu, quelle que soit la plateforme, c'est vraiment après 2020. Il y avait pas de meet-up, il y avait pas d'afterwork, il y avait rien. Donc en fait, je dis souvent à beaucoup de boîtes, tu vois, aujourd'hui, c'est en fait, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de contenu. Faut juste bien comprendre le type de contenu qui est intéressant. Et en fait, savoir le distribuer ou savoir le mettre en avant. Donc, nous, on savait que les gars, ils aimaient bien venir, parler, rencontrer, prendre des bières. Bah, ils ont fait ça. Et donc, j'avais fait ça chez Spendesk. Après, je suis parti aux États-Unis chez Spendesk. Donc, j'étais un peu coupé de la scène growth francophone. Et quand je suis revenu après avoir quitté Spendesk, je voulais prendre un petit break pour faire tout ce que j'avais pas eu le temps de faire avant. T'avais dû coffrer un petit peu, je suppose. Un petit peu, pas assez, pas assez. Et les impôts sont passés par là, donc moins que prévu. Mais surtout, t'avais quand même ton salaire en France quand c'est comme ça, même si tu bossais aux US et tout. Ouais, il y a eu un entre-milieu, de toute façon, c'est 40% taxation aux États-Unis, donc enfin Californie, donc sur les hauts salaires, donc c'est pas non plus donc ultra en fait, avantageux. on se dit ça, en fait, c'est un état plus socialiste que nous, quoi. Après, la différence, c'est que t'as le brut au net, tu vois, la boîte, c'est le coût pour la boîte est moins cher aux États-Unis. Nous, on allait 40 ou 60% d'URSSAF, quoi. En fait, c'est comme si tu recevais ton full brut, quoi, chargé, et après qui venait prendre 40%, quoi. Mais du coup, quand je suis revenu en France, j'avais envie de refaire des events, tu vois, de rester connecté à la tech. Et en fait, j'ai juste relancé ça sous une autre marque qui s'appelait Gross Talent, où je me suis dit, je vais organiser des events pour que les meilleurs de l'écosystème se rencontrent. Parce que je te dis, les meilleurs de l'écosystème, ils étaient très peu connectés, très peu visibles. Et en fait, ils n'arrivaient pas à trouver des événements qualitatifs. C'est-à-dire où ils pouvaient s'asseoir avec quelqu'un qui gérait 20 millions de budget publicitaire. Tu vois. En fait, t'as créé une communauté. On a créé une communauté là-dessus, autour des events là-dessus. Et ça, là, cette communauté de Gross Talent, elle existe toujours? Enfin, elle existe toujours. On a un gala annuel où on met un énorme budget. T'as pas pu venir, mais mais oui, c'était la dernière fois. Ouais, on a fait, il y avait comme les anciens qui étaient venus, quoi. Mais la dernière, on essaie de faire un énorme gala chaque année à entre 100 et 300 personnes. Ouais, gala, c'est un joli mot pour dire beuverie, ça, non? On fait les choses bien, tu vois. Il y a quand même, là, on a fait venir le VP Growth de GitHub, qui est un francophone. Ah ouais? Ouais, qui était ancien de Adobe et qui est passé chez GitHub. Donc, on fait venir vraiment un top speaker. On fait venir aussi on avait fait venir un hypnotiseur cette fois-ci. Donc tu vois, on essaye de trouver quelque chose et c'est ce qu'on essaye de faire. On veut pas juste des after-work avec des bières. On fait les choses un peu calistes et costume cravate obligatoire. Ah ouais, stylé. Donc on essaye de faire chaque année un gros événement. Et après c'est une communauté, donc on se met vachement en soutien de gens qui ont des initiatives. On reparle des frères Huguen qui ont lancé leur newsletter, essayer de leur donner de la visibilité, soutenir les 2-3 groupes meet-up. Donc ça se passe beaucoup sur WhatsApp. C'est en fait ce que j'allais te demander, parce que pareil, moi tu vois, les communautés, c'est vraiment un truc qui m'intéresse grave et qui fait partie un peu de l'ADN du studio, la chapelle qu'on a. Nous, c'est vraiment tout ce qui est autour de la création de contenu et la création de communauté. Tu vois, autant toi t'as un ADN très growth, moi autant j'ai un ADN plus community led growth. C'est-à-dire que moi j'estime que
partir d'une communauté pour mettre sa croissance sous stéroïdes, tu vois, grosso modo, c'est un véritable asset. Et donc en fait, ce que t'as fait avec Growth Talents, moi c'est quelque chose que je trouve hyper remarquable, parce qu'il y a combien de personnes dedans? On est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur que la grosse letter. Tu vois, on est en plus à 4000 là-dessus, parce qu'on a un peu été plus sélectif. Et là, tu disais mais comment tu fais pour tenir 4000 personnes dans WhatsApp? Pourquoi tu fais pas un Discord? En fait, tout le monde n'a pas accès. C'est un peu la communauté. Donc il y a ceux qui demandent, ils reçoivent de l'aide. Donc tu as un peu ce service conciergerie. Ouais. J'aimerais faire ça. Donc là, on répond toujours. Et après, on a créé ils font la demande quoi sur WhatsApp? On avait un vidéo ask qui était sur le vidéo ask, site. c'est le truc de Typeform. Ouais, c'est une sorte de formulaire vidéo pour un peu filtrer là-dessus. Sinon, il y a un mail. Et après, on a créé des micro-communautés qui sont assez élitistes. Où moi, ma vision de la communauté, c'est faut réunir le moins de personnes possible, mais les gens qui ont le plus de critères en commun, en fait. Et c'est ça qui est la recette du succès. C'est ça qui est difficile. Donc, c'est des petits groupes là-dessus. Après, j'ai d'autres activités aujourd'hui où j'ai dû laisser un peu cette passion de côté. Parce que du coup, tu pouvais même pas le monétiser, ça, ou difficilement. Ça m'a permis dans ces 2 années un peu sabbatiques avant de remonter une boîte où j'ai vachement utilisé Growth Talent. Ça s'est monétisé tout seul, en fait. Puisque les meilleurs talents de l'écosystème me disaient j'en ai marre de mon job, j'aimerais être en remote, j'aimerais gagner 20 000 de plus. Donc en fait, tous les mecs de la communauté m'appelaient, donc j'étais plutôt agent en fait. Ouais. Parce que les mecs m'appelaient, me disaient j'aimerais changer de job. Et de l'autre côté, j'avais tous les investisseurs de la place ou les startups qui soit essayaient de me débaucher, soit m'envoyaient ou me demandaient. Donc j'ai fait le matchmaker, on va dire, sur les 2 dernières années. Et je pense que on a fait 70 recrutements en 2 ans, tu vois. Donc ce qui est énorme pour moi tout seul en part-time quelques jours par semaine quoi. Ok, donc quand on connaît un peu les prix RH que vaut ce type de recrutement, donc ça a été pendant 2 ans quoi. Ça a été pendant 2 ans assez intéressant, et même si on remettait beaucoup au gala, on arrivait à se mettre à l'équilibre. Dans l'hypnotiseur, ça coûte cher quand même un hypnotiseur. On a pris une star de YouTube en plus. Lequel je ne rappellerai pas le prénom en live. On l'embrasse. Mais il y a la vidéo, je pense qu'il y a la vidéo, il y a la vidéo sur internet. Et du coup, depuis ces 2 ans là dont on parlait, donc en fait il y a eu la presse Pendesk, il y a eu tout ça, tu t'es un peu reposé, t'as pas mal investi, parce que tu disais que t'as pas trop coffré, mais un petit peu quand même. T'as pas mal investi, et surtout, moi je t'ai vu, alors moi je te suivais du coup sur Instagram plutôt, et je t'ai vu faire 1 million de pays en Afrique, après je t'ai vu faire 1 million de pays en Amérique du Sud. Du coup, qu'est-ce que t'as fait là pendant ces 2 ans sur ces 3 continents quoi? Non, je suis parti de Spendesk un peu précipité, puisque j'ai eu des problèmes aux États-Unis avec le Covid, le travel ban, donc j'ai pas réussi à avoir le visa que je devais avoir pour gérer le business aux États-Unis. Ouais. Donc ça m'a fait première claque en me disant faut que je passe à autre chose quoi. Ouais. Donc je suis revenu en France, on a discuté avec Rodolphe le fondateur, et on s'est dit est-ce qu'il y a un nouveau challenge aussi excitant que les 2 dernières années que je venais de faire à San Francisco. On n'a pas trouvé, c'était pas le bon timing, tu vois, en termes de où est-ce qu'était la boîte pour relancer un projet de la même envergure ou la même flexibilité que les États-Unis. Et donc, je me suis retrouvé, tu vois, à 26 ans, beaucoup d'argent de côté. Revenir, tu vois, homeless. j'avais plus d'appart à Paris, plus d'appart à San Francisco. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi, tu vois. Donc, j'ai eu un peu ce problème tu vois, un problème de riche, quoi, mais. Parce que Spendesk, en plus, faisait vachement partie de ton identité à ce moment-là quoi. Ouais, moi c'était Jérémy Spendesk sur moi c'était mon nom de famille. Regarde la preuve. En plus, juste avant qu'on commence à record, je t'ai dit forcément en intro, on va un petit peu parler de Spendesk. Et c'est vrai que limite tu m'as dit, ça fait 4 ans que t'es parti de là-bas. Ouais. Limite, ça doit te casser un peu les couilles quand on parle tout le temps de Spendesk. Non, tu vois, honnêtement, c'est les plus belles années professionnelles de ma vie, tu vois. Donc, on a vécu quelque chose de tellement grandiose. Je pense que je passe pas un jour sans parler avec des Spendeskers ou des anciens Spendeskers. Donc, ça fait partie de notre vie. Je pense c'est, je veux pas faire de comparaison, mais je sais pas, comme un club, tu vois, un mec a gagné sa première Ligue des Champions avec un club toute sa vie, on lui parlera de ça, quoi, en fait. Donc tout comme on invite toujours les Marseillais à parler de la Ligue des Champions 93. Exactement. Quoi. Donc nous, ça a été pour le contexte, tu vois, on a donné 6 ans de notre vie, ça a fait une énorme boîte, peut-être l'une des plus belles boîtes de software française, une licorne qui est ultra bien gérée aujourd'hui. C'était la première licorne d'Exa, d'Ifonders. Je pense que ça s'est joué en quelques mois, Aircall et Front. Aircall peut-être un peu avant. Aircall a été peut-être un peu avant. T'as raison, un peu avant. Après, ça a été la plus grosse valorisation à l'époque, quoi. Donc. Spendesk, c'était monté à quoi? Je crois que faut regarder sur Google, mais ça va être 1,6 milliard, je crois, en dollars. Ouais.
Mais en tout cas, c'est vrai que on le sent que c'est quand même grâce aussi à un peu leur technique de vente, parce que moi je sais que je pense que la boîte française qui me contacte le plus dans l'année, c'est Spendesk. Franchement, c'est et partout, hein. Franchement. Mais je pense que ça a été un peu le mindset américain. Je qui m'ont déjà contacté sur Pinterest, hein, tu vois. Je pense tant mieux. J'espère qu'ils continuent à le faire, mais on avait un produit qui était à la fois exceptionnel, tu vois. Et aujourd'hui, je peux pas l'utiliser parce que ma nouvelle boîte est pas assez grosse et je vois au quotidien m'arracher les cheveux il y a des trucs qui sont évidents sur Spendesk quand tu gères vraiment tes dépenses que t'arrives pas à faire en dehors. Et derrière, c'est qu'on a eu ce côté bourrin. On s'est dit, on est sûr qu'on a le meilleur produit du marché. On va harceler les gens. Peut-être pas le mot harceler, mais on va s'assurer que tous les gens nous donnent une réponse, quoi. Ouais. Et sauf que ce qui nous a convaincus de continuer dans cette direction-là, c'est que sur les 2 premières années de la boîte, on closait 60% des gars en démonstration, quoi. Ouais. Donc, quand on montrait Spendesk, il y a 6 gars sur 10 qui achetaient la solution. Il y a très peu de produits aujourd'hui qui peuvent avoir ces taux de closing là, tu vois. Donc, en fait, ça nous a renforcé dans ce côté bourrin. Et comme tu dis, donc, ouais, moi, j'ai été mon nom associé avec Spendesk. Et du coup, j'ai pris vraiment ces 2 ans pour me dire, OK, en fait, je vais explorer tout ce que je peux pas explorer. Donc, je voulais investir dans des startups. Je pense qu'on partageait un peu la même ambition. Donc, j'avais fait un premier investissement complètement au hasard, complètement absurde. J'ai pris mon salaire entier du mois et j'ai balancé dans une boîte, tu vois. Laquelle ? Swan, peut-être un de mes meilleurs investissements. Swan, la banque. Ouais. Donc, c'est marrant, j'ai le CTO qui est à Bordeaux, qui est dans mon club. Ah ouais. Magnifique. Donc, tu vois, Swan, j'étais un des tout premiers business angels parce que je comprenais le produit mieux que personne avec Spendesk, puisqu'on avait eu ces problèmes-là. Boîte d'Exa aussi, boîte d'Exa aussi. Et donc, en fait, ça s'est très bien passé, mon premier investissement. Et donc, j'ai continué. Bon, là, il y a plus d'argent en banque, mais du moins, il y a 35 investissements plus tard, tu vois. Pas mal. Donc, 20 en direct et 15 avec un fonds d'investissement sur l'Afrique que j'ai créé. Et en fait, j'avais cette idée de se dire, j'en ai marre de la tech francophone. C'est toujours le même business model, c'est toujours les mêmes growth, c'est toujours les mêmes choses, quoi. Et donc, je voulais voir des produits différents, des business models différents et surtout des channels d'acquisition différents. Ouais. Et donc, je suis parti un peu faire un tour du monde, même si c'est un bien grand mot. J'ai passé quand même beaucoup de temps en Amérique du Sud et en Afrique pour en fait voir ce qu'était la viralité, voir ce qu'était le product led, tu vois, voir plein de choses qu'on n'avait pas, la vente indirecte. Et ça m'a vachement inspiré et c'était tellement impressionnant les boîtes que je rencontrais que j'ai naturellement commencé à investir dans des boîtes africaines et après structurer un fonds d'investissement qui s'appelle Caraventure où on continue à investir en se disant il y a des opportunités de dingue en Afrique et de manière générale dans les pays émergents. Il y a des boîtes qui ont pas de concurrence, qui ont des croissances hallucinantes, qui ont des fondeurs brillants en fait parce que c'est pas noble de lancer une boîte en Afrique, c'est être suicidaire quoi. Ouais. Et donc ces gars-là sont convaincus sur des gros problèmes et donc on essaye d'investir le plus tôt possible sur des petits investissements. Et c'est quoi les difficultés que eux rencontrent quand justement ils montent une boîte ambitieuse en Afrique versus si tu l'as montée en France ? Je pense que la première, c'est qu'ils ont très peu de soutien. Je pense que ça a changé l'écosystème aujourd'hui où tu dis je monte une boîte et je l'ai vécu, tu vois, j'ai monté ma première startup, les gens ont les yeux qui brillent, tu vois, et tout le monde te dit ouais, t'as trop raison, nanana. Le mec monte une boîte en Afrique, ses potes vont se foutre de sa gueule, lui dire pourquoi tu quittes McKinsey et ton salaire de ministre pour pas te payer dans un vieux coworking. Ses parents vont presque mal le prendre, en fait. Parce que souvent c'est quand même des têtes bien faites qui ont fait des études et donc du coup qui sortent un peu du lot, quoi. Ouais, c'est souvent, mais il y a même, nous on a investi dans des gars qui étaient lead engineer chez Spotify, quoi. Et donc à Londres, chez Spotify, il quitte tout pendant le Covid, il revient en Égypte et il veut monter une banque en Égypte, quoi. Ouais. Donc t'as vraiment la tech de manière générale est élitiste, il va falloir du temps pour le changer et encore plus dans les pays émergents quoi. Donc c'est des gens qui ont fait des belles études, qui ont des belles familles, qui ont les moyens de prendre ces risques-là, mais le premier challenge qu'ils rencontrent c'est le feedback de leur communauté. Le deuxième c'est de s'entourer de gens talentueux, à la fois des investisseurs. Il y a beaucoup d'investisseurs sur le continent africain mais il y en a très peu qui comprennent tu vois ce qu'est un safe de YC, pourquoi il faut incorporer la boîte aux US et tout. Donc en fait, il y a beaucoup de brouhaha, tu vois, autour des entrepreneurs qui leur permet de pas faire les bons choix souvent au début. Et après, c'est les talents. C'est le nerf de la guerre partout, à Bordeaux, à Paris, à Dakar ou à Lagos. Ben en fait, c'est dur de trouver des talents et de les convaincre de rejoindre un produit au tout début, quoi. Donc ça c'est les gros problèmes du continent africain. Ils ont des avantages que n'ont pas en France, c'est qu'ils font du revenu très vite. Ok. Les boîtes africaines font du revenu très vite. Après un plafond, mais elles arrivent à générer du cash beaucoup plus vite que toutes les boîtes françaises que j'ai vues. Ok, donc ça c'est ce que moi de mémoire, nous on s'était parlé la première fois tous les deux il y a à peu près
Il y avait à peu près 2 ans. Ouais. Je me rappelle, j'étais à Arcachon, il faisait beau, j'avais fait le call sur la piscine et tout. Donc ça devait être ça, il y a genre 2 ans. Et t'allais partir en Afrique à ce moment-là. Ou alors c'était il y a 3 ans peut-être. Même peut-être que j'étais à l'île Maurice. Je sais quand c'était quand j'étais à l'île Maurice aussi. Ouais, je sais plus. C'était mais ouais, non, donc globalement, j'ai fait mon premier. Bon, j'avais beaucoup voyagé en Afrique avant. Tu vois, c'était pas nouveau pour moi. Ma famille avait aucun lien avec l'Afrique. J'avais jamais été jeune. Mais par contre, j'étais parti en vacances au Rwanda, j'étais parti tout seul avec mon sac à dos au Moyen-Orient, j'avais fait aussi pas mal le nord de l'Afrique. Donc je connaissais le continent africain et j'avais pas d'idée reçue. Ce qui est la vraie différence avec la majeure partie des gens, quoi. Donc moi je savais que c'était exceptionnel l'Afrique, quoi. Par contre, ce que je savais pas, c'est qu'il y avait des boîtes ultra ambitieuses capables de challenger les boîtes à San Francisco d'où je venais, tu vois. Et donc du coup, je me suis dit faut que je m'associe avec quelqu'un qui connaît mieux l'Afrique que moi. Donc je me suis associé avec Rena, qui était marocaine, qui était avocate, qui aidait beaucoup de boîtes africaines à s'incorporer aux US, qui avait vécu en Ouganda. Donc c'était le fit parfait, quoi. Et derrière, fallait que je passe du temps sur le terrain, quoi, parce que comment tu veux investir dans des problèmes que tu comprends pas, des écosystèmes qui sont différents, parce que l'Afrique, ça n'existe pas en fait. C'est plein de pays. Et des pays frontaliers ne parlent pas la même langue et n'ont pas du tout la même culture. Ou même des pays frontaliers qui parlent la même langue n'ont pas du tout les mêmes problématiques. Tu vois, entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Ou entre... tout comme nous, quand tu lances l'Allemagne ou tu lances l'Italie, tu lances l'Angleterre, c'est pas la même strate, c'est pas les mêmes people. Exactement les mêmes différences. Sauf qu'en Europe, ça choque pas. Les Européens, on s'est habitués à ces différences-là. Les Américains ont un peu du mal. Ils pensent que l'Europe, c'est avec un grand E, tu vois. L'Afrique, on a encore cette image de l'Afrique avec un grand A, alors que chaque pays a des complètement différences. Un exemple très simple, c'est que des pays tournent via les banques, c'est-à-dire que tout le monde a des cartes de crédit, des comptes en banque ou autre. Les autres pays sont mobile money, c'est-à-dire qu'ils utilisent leur téléphone comme banque. Et donc, c'est les opérateurs téléphoniques qui sont des banques. Et donc, en fait, ça te change toute l'économie d'un pays, ces différences-là, quoi, en fait. Okay. Et donc, j'ai passé, j'ai dû visiter une quinzaine de pays africains, à rester entre 4 semaines et 6 semaines dans chaque pays. Pour essayer de comprendre ce que c'est. T'as kiffé cette vie un peu nomade là, en mode à chaque fois un mois encore ça va. Ouais. 4, 5, 6 semaines. Ouais, mais tu t'enchaînais. Et c'est en fait à chaque fois t'arrives dans un pays, tu dois un peu apprendre comment ça marche. Je suppose que tu rencontrais 5, 6 personnes tous les jours. Enfin, ça devait être costaud quand même. Moi, j'aime bien ce rythme-là. Je pense que en étant employé start-up dans un bureau parisien, je rêvais de la vie digital nomade, tu vois. Ouais. L'ayant fait pendant 2 ans, plus jamais, tu vois. Plus jamais. Je pense qu'il y a un setup qui est intermédiaire où il faut avoir un chez soi, en fait. Un exemple tout con, mais c'est que si t'as pas tes routines, t'es complètement perdu, en fait. Si tu vas pas au sport, si tu manges pas la même chose, enfin, il y a plein de choses, tu vois pas tes amis, si t'as pas ce rythme-là, en fait, ça va à une vitesse et t'es épuisé beaucoup plus vite, quoi. Donc ça a été des années assez compliquées, tu vois, assez intenses. Tu me disais, est-ce que tu t'es reposé? Je pense que l'inverse, je me suis achevé, quoi. Mais par contre, ça m'a permis en très peu de temps de construire une expertise et une compréhension du marché qui est assez développée, quoi. Et de me construire un réseau qui est énorme. C'est genre, aujourd'hui, les gens connaissent Caraventure, tu vois. Alors qu'on est 2 personnes, on a investi nos économies perso et on se paye pas. Vous avez levé un peu d'argent sur ce fonds. On s'est regroupé avec une trentaine d'investisseurs, d'entrepreneurs. Combien t'as levé là-dessus là? On a un fonds de 2 millions d'euros. Et du coup, t'as investi les 2 millions. Non, il nous reste encore parce que il nous reste, je pense, 5-6 investissements à faire cette année. Et après, on garde une grosse partie du fonds pour double down sur les meilleurs. En fait, les meilleurs investisseurs sont pas forcément sur le premier ticket. C'est de continuer à suivre les belles expériences. C'était quoi, du coup, votre thèse? Nous, c'est ticket entre 25 et 75 000 euros dans des boîtes africaines ou lancées par des Africains, parce qu'il y a beaucoup de boîtes africaines aux États-Unis, par exemple. Et c'était des boîtes qui ont un impact sur la croissance du PIB africain au sens large. Donc c'est ce qu'on appelle des business d'infrastructure. Donc ça peut être des banques, des assurances, des outils pour vendre. Ça peut être toutes ces choses qui vont faire que l'économie africaine va se développer. Parce que la thèse était assez simple, c'est que l'Afrique va faire x3 sur le PIB d'un point de vue général. Donc toutes les boîtes qui vont aider à cette croissance-là vont capturer de la valeur. Un peu comme Stripe et la bulle d'Internet, quoi, si je résume. Et donc c'est ça notre parti pris. Donc on a fait beaucoup de banques, on a fait des outils de payroll, tu vois, de fiches de paye, on a fait des assurances, on a fait beaucoup de choses là-dessus. 15 investissements, ils sont tous sur cara.venture
Ouais, Cara.venture. Ouais. Et là, du coup, donc là, t'as été au bout, en fait, on va dire, de cette aventure. C'est quoi maintenant, en fait? Là, maintenant, t'attends juste les retours sur investissement sur les 4-5 ans à venir? Ou tu continues d'être un peu hands-on là-dedans? Non, je continue à rencontrer, tu vois, des startups africaines chaque semaine là-dessus. On continue, en visio, du coup? En visio cette fois-ci, ou quand ils viennent à Paris là-dessus. Je pense qu'on a presque fini la phase de déploiement. Donc, dans un fonds d'investissement, tu dois déployer tes capitaux. Après, tu as te support de ce portfolio. Donc là, on est plutôt à aider plus chasser des nouvelles boîtes, mais s'assurer que nos boîtes-là continuent à résoudre des problèmes et lever des fonds pour au moins qu'elles soient à l'abri là-dessus. Et après, la dernière phase, moi, je considère que c'était vraiment un hameçon qu'on a mis Caraventure. C'est comme, je pense, faire un TikTok en 2015 ou écrire un blog en 2007. C'est en fait, on était parmi les premiers à faire de l'angel investment de manière structurée sur le continent africain. Et donc, je sais que ça servira pour toute ma vie. Donc, j'espère qu'il y aura des flux de cash qui vont continuer à arriver de mon point de vue. J'ai encore beaucoup d'actions Spendesk. Je commence une nouvelle aventure ultra ambitieuse. Et donc, je sais que je vais débloquer du cash dans le futur et que je vais rallouer sur le continent africain ou sur les pays émergents à terme, quoi. Parce qu'après, du coup, il y a eu l'Amérique latine. Là, c'était plus en mode voyage ou t'as également, c'était également business là-bas? Je suis tombé amoureux et je me suis marié avec une Colombienne. Donc, ça a fait un peu on l'embrasse aussi, le du coup, raccourci. évidemment. On l'embrasse. mais donc, ouais, donc j'ai passé beaucoup de temps sur l'Amérique du Sud, pour deux raisons. C'est que la vie en Europe est assez fatigante, du moins la vie à Paris, on n'a pas le confort qu'on imagine, en fait. En plus, toi, vu ton accent, t'habitais tout près, enfin, t'es né tout près, non? Ouais, je suis né pas loin de la frontière espagnole, quoi, dans les Pyrénées ariégeoises. Mais par contre, j'avais besoin sur ces années-là de trouver en fait un pied-à-terre. Tu vois, moi, j'ai grandi dans des endroits où je pense que je ne retournerai pas vivre. Donc, j'étais un peu orphelin de où est-ce que j'ai grandi, parce que je m'imaginais pas vivre là-bas plus tard. Paris, j'adore. Je suis devenu parisien. J'ai acheté un appartement. On a mis nos bureaux ici. Mais je sais que dans le long terme, il me faut un peu un endroit qui me correspond. Et donc, ces 2 ans-là étaient aussi dans cette chasse de où c'est que je fais ma maison, mon pied-à-terre à terme, quoi. Et donc, je suis tombé sur la Colombie. J'ai fait beaucoup l'Amérique du Sud aussi, du Mexique au Brésil, pour vraiment trouver toutes les villes que tu peux avoir dans tes rêves, quoi. De Cape Town à Rio, je me suis dit laquelle me correspond le mieux. Et alors? Et au final, je pense que Medellín est de loin en haut de la liste aujourd'hui, et je sais que j'y passerai du temps chaque année. Tu vois, quand j'ai besoin de me refocus sur un sujet ou autre, je vais à Medellín, je m'enferme, je reste 3-4 mois, j'avance sur un projet, et je pense qu'à terme, c'est des conditions de vie qui sont assez exceptionnelles, quoi. Ok. Et Rio, moins? Il y a un problème de sécurité. Qui est plus qu'à Medellín d'après toi? Ah ouais, c'est marrant parce que niveau marketing, Medellín est à très mauvaise presse, quoi. Et avec un show Netflix qui sort chaque année sur des tueurs en moto, ça va pas aider. Mais c'est le jour et la nuit, quoi. Parce que tu vois, moi j'ai vécu pas longtemps, moi j'ai vécu 3 semaines à Rio il y a longtemps, 2012. Moi, en fait, j'avais fait un road trip de 6 mois avec ma femme. Ok. Qui n'est pas colombienne, qui est française, mais du coup, c'est ce voyage qui a dit, bon, écoute, on a vécu pendant 6 mois ensemble en mode road trip, sac à dos, avec que dalle de budget. Ouais. Pas d'iPhone et tout à l'époque, rien. Internet, c'était dans les cyber. Enfin, c'est un autre délire. J'ai retrouvé d'ailleurs les petits cahiers. Enfin, ça, tu vois, faut que je documente, où on notait tous les jours combien on avait dépensé. Parce qu'en fait, on pouvait pas avoir accès à nos comptes. Ouais. Et nous, on avait un budget. Ouais. Et tu vois, j'ai quand même pu voir que pour un mois en Bolivie, à 2, on a dépensé 980 €. Ouais. Un mois. Tout compris, hein. Et en plus, hôtel et tout ça. Donc, même pas sur du logement longue durée ou autre, quoi. Et bref, et donc, du coup, à un moment donné, il y a eu Rio. Et au contraire, moi, à Rio, je m'étais senti ultra en sécurité là-bas. Ouais. J'allais faire mon jogging le soir et tout. Ouais. Bon, j'avoue que quand même les mecs des hôtels, des auberges de jeunesse et tout disaient dès qu'il fait nuit quand même enlève ta montre, enlève tes bijoux. Mais moi j'avais pas, mec, j'avais pas de montre, j'avais rien, j'avais pas de chaîne. Faut que tu retournes maintenant. Moi franchement les mecs des fois je me disais peut-être vous pouvez me braquer mais en fait à part mes tongs j'ai rien quoi. Donc, je pense non c'est une ville qui est exceptionnelle. Ouais. Bon il y a ce point-là de la sécurité où j'ai pas eu de problème. Je pense de toute façon j'ai vécu dans beaucoup de pays ultra dangereux. J'ai passé 1 mois et demi au Nigeria. Oui, qui est pareil, qui est hyper safe en fait. C'est pas Perpignan. Hein, donc c'était hyper safe là-dessus, j'ai jamais eu de problème quoi. Donc je pense que c'est aussi mauvaise rencontre, aussi manque d'attention. Je pense que t'es un peu avéré, tu sais regarder derrière toi, tu sais que la rue qu'il faut pas prendre ou autre quoi. Ouais. Et aussi je pense que tu te mets pas dans des positions de danger stupides quoi. Donc sortir bourré dans le centre de Rio.
c'est assez intense le centre de Rio la nuit, quoi, en dehors des plages, quoi. Ouais. Donc, tu vois, moi ça, pareil, je prenais mes gardes. Moi, c'est quand on était à La Paz, tu vois, en Bolivie. Ouais. Et en fait, c'est vrai que au bout d'une semaine, t'es à l'aise, quoi. C'est ça, je pense que. Donc il y avait ça sur la sécurité sur Rio, il y avait le portugais qui est ça, j'avoue que c'est le très plus gros défaut difficile. de Rio. En fait, là où quand même l'Amérique du Sud, les gens parlent espagnol, qui est quand même une langue qui donne plus envie d'apprendre. Tu vois, moi je me suis forcé à apprendre l'espagnol, mais tu te dis c'est un impact mondial, quoi. C'est plusieurs pays. Portugais, à part vivre à Lisbonne et Rio ou l'Angola, quoi. Ce qui est pas mal déjà. Pas mal, mais c'est dur, quoi, le portugais. Le troisième, je trouvais que niveau infrastructure, c'était un peu le tiers-monde. Il y a pas la fibre optique. La connexion internet est catastrophique. Obtenir une carte SIM, ça te prend peut-être 4 heures, tu vois. Il y a des problèmes de coupure d'internet. Je veux pas donner j'ai adoré le Brésil, hein, mais c'est pas la même catégorie que la Colombie. Je pense que Colombie, là, on vient en parler pour y travailler. Ouais, c'est ça. On a du 4G à 5000 mètres d'altitude, tu vois, en Colombie, quoi. On a la fibre optique, j'ai 600 mégas dans ma baraque, quoi. Donc, c'est un autre niveau. Je pense que la Colombie reste dangereuse, mais comme la France. Je pense que je suis pas plus serein le soir dans Paris en fonction quand tu rentres un peu tard à la gare ou autre, quoi. Donc, je pense que l'insécurité, on peut toujours se moquer des autres, tu mais te balades pas avec ton casque et ton iPad dans la main à Gare de l'Est, Gare du Nord. Ça peut vite mal arriver, les rencontres, se faire arracher le téléphone ou autre. Je pense que le pickpocket, il y en a en Colombie. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de tourisme sexuel, en fait, aujourd'hui en Colombie. Donc, beaucoup d'Américains qui viennent en Colombie et qui se font dépouiller, quoi. Et qui meurent pour overdose ou plein de choses. Mais, donc, beaucoup d'histoires un peu sordides sont très proches du tourisme sexuel, quoi. Moi, j'ai vécu 3 ans là-bas. Il y a beaucoup d'amis colombiens, français qui se sont installés aussi en Colombie. Je pense que c'était un peu le nouveau Bali à un moment. Moi, j'y étais il y a 2 ans pour le mariage de l'un de mes meilleurs potes qui s'est marié avec une Colombienne. Alors, ils vivent à Paris, mais du coup, il va en Colombie tout le temps. Et nous, on est allé 15 potes d'école pendant 2 semaines, on s'est régalé. Qui est exceptionnel. Et j'ai jamais eu, moi, j'ai un petit scooter, tu vois, dans Medellín. J'ai jamais eu de problème là-dessus. Donc, je pense il faut savoir où vivre, les codes locaux, mais le niveau de sécurité est à des années-lumière de ce qu'on peut voir ailleurs, quoi. Alright. Et du coup, au bout de 3 quarts d'heure de podcast, on va quand même enfin parler de la boîte que t'as montée. Est-ce qu'on peut dire que, du coup, en fait, c'est ta première boîte d'entrepreneur, en fait? Parce que donc, t'as créé ton fonds, t'étais plus avec une casquette d'investisseur. Et là, en fait, c'est la première fois que t'es CEO d'une boîte. Je pense que c'est la première fois que je suis CEO d'une boîte qui a un board, qui a des investisseurs. Pour le contexte, donc ça s'appelle The Mobile First Company, nom très long, je sais. C'est marqué sur le t-shirt. C'est marqué sur les t-shirts. Pour ceux qui regardent sur YouTube, bien sûr. TheMobileFirstCompany.com. Et l'idée, c'est vraiment, c'est plutôt une conviction qu'un produit. On est persuadé que les téléphones sont sous-exploités aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire que c'est le premier outil que les entrepreneurs vont acheter. Ça va être un bon téléphone, à la fois dans les pays développés, mais aussi dans les pays émergents. Et aujourd'hui, les gens passent plus de temps sur leur téléphone que sur leur ordinateur. Et le parc des logiciels, il est absent sur les téléphones. Tu ouvres ton téléphone, tu mets la catégorie business, il n'y a rien qui va te permettre de gérer ton business, en fait. C'est ça. Et aujourd'hui, dès que tu veux faire quelque chose, il faut ouvrir un ordinateur. T'es obligé de te remettre sur ton Mac. Et nous, on est persuadés que le logiciel va arriver dans nos téléphones, en fait, et ça va pas être des versions responsives, ce qu'on a connu sur les 10 prochaines années. Ça va être vraiment, je vais pouvoir m'inscrire, je vais pouvoir payer, acheter le logiciel, je vais pouvoir inviter mes collaborateurs et je vais pouvoir l'utiliser, tout ça, mais très rapidement. Je vais télécharger l'app et le faire, quoi. Et sur les tâches du quotidien, donc ça va être tout ce qui est autour des devis, la facturation, le CRM, les dépenses. C'est hyper marrant que tu me parles de ça parce qu'en fait, pas plus tard que ce matin, j'ai envoyé un message à nos amis communs de Folk. Je crois que tu as investi aussi chez Folk. Moi aussi, tu vois. Et au Folk, on va le redire très rapidement. Alors ceux qui me suivent, j'en parle tout le temps. C'est un CRM personnel et surtout en fait qui permet en fait de gérer son CRM et de rajouter des gens directement via des réseaux comme LinkedIn ou Instagram, de pouvoir l'enrichir en quelques clics. C'est le CRM le plus intuitif. Exactement. Et puis tu vois, enfin moi c'est là-dedans que j'ai mon CRM pour le podcast, c'est là que j'ai mon CRM même pour mes amis dans le monde professionnel. Parce qu'en fait aujourd'hui quand on pense CRM, on pense prospect client, mais en fait aujourd'hui tu dois avoir des listes CRM mais pour tout, tu vois. Et c'est à ça que Folk sert. Et tu vois l'autre jour je me disais mais putain, tu vois c'est chiant. Moi, quand je vois quelqu'un sur LinkedIn, je dis tiens, je le rajouterais bien dans
c'est quelqu'un qui sur LinkedIn là venait de me dire c'est ok pour le podcast. Ouais. Je voulais le rajouter dans Folk. Bah tu vois, j'étais obligé de faire une capte écran et de me l'envoyer par mail pour penser à la mettre dans le CRM après. Donc c'est quand même un non-sens quoi, tu vois. Je pense que voilà, le software, le SaaS B2B a dénigré le téléphone, ou du moins l'a vraiment pas compris. Et nous, on est persuadés qu'on est capable de construire une suite de logiciels. Donc on a prévu d'en construire une vingtaine qui seront sur le téléphone pour t'aider au quotidien, quoi. Et le personnage, je crois que toi, c'est plus les TPE et PME. Ouais, je pense que on veut avoir un impact, on veut qu'il y ait des millions d'utilisateurs sur les produits, et on veut surtout équiper les gens qui ont besoin de faire le premier pas, parce que l'avantage numéro 1 du téléphone, c'est que c'est moins cher. On fera pas des softwares à 5 € par mois sur le téléphone. Ça sera des softwares gratuits entre 1 et 9 €. On sera vraiment le Ryanair du logiciel, quoi. Donc, on veut capturer ces gens-là qui savent que les logiciels existent. Tu vois, ils existent, les logiciels, ils sont conscients. C'est juste qu'ils ont pas envie d'acheter un logiciel. Tu parles à ces gens-là dans la rue, ils te disent je veux pas un logiciel. Concrètement, les gens à qui tu vas t'adresser? Bah là, on est en bêta, on a une app qui a à peu près 15 000 téléchargements. On l'a lancée il y a 3 semaines. Donc c'est quoi cette app? C'est une app d'inventaire qui te permet de vraiment gérer tes entrées et tes sorties de stock, quoi. Un sujet que tu dois extrêmement bien connaître. Bon, plus tellement, moi je suis plus dans le textile. Hein. Mais t'as dû en bouffer, quoi. Ces fameux tableaux Excel à pointer ce qui rentre, ce qui sort et pourquoi on a des écarts, quoi. Et là, on a 3 verticales qui se distinguent. On a beaucoup de garages, de petits garages ou des mecs qui vendent des pièces détachées, en fait. On a des photographes qui utilisent pour, en fait, quand ils partent en shooting, savoir qu'est-ce qu'ils ont pris pour s'assurer, tu vois, qu'ils ont bien tous les boîtiers, le chargeur, les LED et tout ça. Et on a les infirmières qui ont besoin, en fait, pareil, de s'assurer que avant chaque tournée, elles aient tous les trucs là-dessus. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. C'est encore un test. Je crois qu'on aura, le podcast quand il sera diffusé, j'ai peur de donner le nom et qu'on shut down les apps entre temps, puisqu'on a vraiment cette culture on teste l'app, soit elle est tuée, soit elle continue. Là, on est début avril. Je pense que l'épisode, il sera diffusé courant mai. Ouais, donc peut-être que ça existe encore. C'est Amoa. Comment ça s'écrit? Amoa. Mais sinon, allez sur la page The Mobile First Company, il y a toutes les applications. Okay. Et début mai, il y en aura peut-être 3-4. Parce que c'est ça, en fait. Donc, du coup, en fait, vous êtes un studio qui crée des apps SaaS pour les TPE, PME. Du physique. Ouais, le studio, j'aime pas trop le terme. Okay. Puisqu'au final, les apps vont être toutes interconnectées. Et donc du coup il y aura pas de CEO par app, c'est nous qui gérons. Alors moi je disais plus ce studio, tu vois, dans le sens, je sais pas si tu connais par exemple l'Uni qui a investi chez nous, Adrien qui a investi chez nous. Ah mais c'est marrant, il y avait Paul Lay là juste avant, je sais pas si tu vois qui c'est Paul Lay. Bien sûr. Un des premiers utilisateurs Spendesk. Comment? Un des premiers utilisateurs Spendesk. Tu vois, super, d'ailleurs ça va faire aussi un super épisode. Et lui par exemple l'un de ses meilleurs amis c'est Adrien Mignati qui est à Bordeaux. Ouais. Et du coup c'est pour ça que tu vois, pour moi lui il a une sorte de studio en fait. Quand moi je dis studio, ça veut dire en fait, créateur de plusieurs apps et industrialiste à l'année, quoi. Non, mais t'as absolument raison là-dessus. Pas en mode startup studio, quoi. Exactement. Mais très proche. Enfin, c'est pour ça qu'on a levé du coup 3,5 millions auprès de beaucoup de business angels, une trentaine de business angels et notamment les meilleurs de l'industrie. Donc il y a nos amis bordelais de l'Uni et Omada, on a les gens de Photoroom, on a les gens, enfin beaucoup de monde, et on a fait beaucoup de bruit sur cette levée de fonds. Je suppose qu'il y a beaucoup de gens d'Exa qui sont rentrés dedans. Il y a beaucoup de gens d'Exa, de eFounders là-dessus, et on a 2 lead investisseurs, un qui est Emblem, qui est un nouveau fonds français, donc on est leur 2e investissement. Stylé. Faudrait que tu les invites sur le podcast, ils sont vraiment top. Si tu vois, normalement c'est la dernière question que je pose dans le podcast, parfait. C'est avec qui tu voudrais me mettre en relation. Bénédicte de Emblem, je te présenterai. Avec plaisir. Et Lightspeed, qui est un énorme fonds américain qui avait fait Snapchat, Vinted, ClickUp. Donc c'était le meilleur qu'on pouvait avoir, donc on les a pris sur ce. J'avoue, la 3,5 millions en site, c'est énorme. Ouais, c'est même pas un site puisqu'on a levé au tout début de la boîte, quoi. Donc à l'incorporation. Donc on n'avait même pas de produit ni rien. Là, t'as levé 3,5 millions sur un PowerPoint et sur ta tronche. Sur Notion, en fait. Je sais que t'adores Notion, donc sur Notion. C'est beau ça. Et putain, ouf. Je me rappelais que t'avais levé. Et tu vois, de mémoire, c'était genre 1 million, 1,5 million en mode pour amorcer le truc, quoi. Putain, 3,5 millions, c'est lourd. Donc du coup, c'est quoi le programme là pour cette année 2024 là? Donc le programme sur mobile, moi ma vie c'est Mobile First cette année, c'était Jérémy Spendesk, maintenant c'est Jérémy Mobile First. Ouais, on va arrêter de parler de Spendesk là, on les a beaucoup, mais maintenant c'est The Mobile First Company. Et voilà, donc on va construire 6 apps avant fin juin. On veut mettre un rythme assez fort pour vraiment lancer, killer.
On va aussi racheter des apps, soit des softwares qui n'ont pas réussi à se développer sur mobile et qui ont aujourd'hui une machine d'acquisition qui marche pas, soit des applis mobiles qui marchent mais qui n'ont pas les moyens et les talents qu'on a. Donc voilà, la fin d'année, on devrait avoir plus de 50 000 utilisateurs actifs et payants, et on devrait avoir une suite d'applications qui commence à ressembler à quelque chose, quoi. Mais du coup, en fait, quand tu vois, c'est marrant que Adrien soit dans tes investisseurs, parce qu'en fait, c'est exactement en fait à ça que j'ai pensé quand t'as dit on teste, on kill, parce que lui, je crois que c'est complètement sa thèse, c'est qu'en fait, il teste dès qu'il y a leur comité interne dit bah vas-y, cette app, on la teste. Parce que eux maintenant, du coup, ils ont quand même les moyens de mettre un budget conséquent. Je sais pas si c'est public, donc je vais peut-être pas le donner, mais c'est conséquent. C'est presque insolent. Pour les gens qui connaissent pas, ils ont quand même fait l'appli de fitness la plus utilisée au monde. Ouais, donc non mais c'est ce type de dimension-là, l'Uni App. Je sais plus quels sont les chiffres publics, mais bon, c'est des millions et des millions et des millions. Pas qu'en chiffre d'affaires, également en EBITDA. Et puis bon, c'est surtout encore une fois un CEO qui s'appelle Adrien qui est incroyable. Voilà, donc on va se rapprocher, on va s'inspirer du moins de. C'est un peu le même modèle, dans un sens. C'est un peu le même modèle, la différence que on a pris tout ce que ces gens-là avaient fait sur le consumer. En fait, c'est beaucoup de boîtes B2C. Et nous, on s'attaque sur le B2B. Ouais, donc c'est ça la complexité du modèle. On veut vraiment copier ce qu'a fait aussi Vodoo, ce qu'a fait Bending Spoon en Italie, ce qu'a fait l'Uni, pour réussir à adapter ce modèle-là sur le SaaS B2B. Ok, trop bien. Et t'es tout seul ou t'as des cofondateurs? Donc on est une founding team de 6 personnes là-dessus. Alors, raconte, parce que ça c'est quand même c'est pas anodin ça. Donc moi j'étais le fondateur, j'ai commencé l'idée, j'ai convaincu à lever un peu d'argent tout seul. J'avais besoin d'un cofondateur technique. Donc il y a Ignacio qui m'a rejoint, qui est le CTO, qui avait une énorme expérience dans le mobile. Et après on a fait le choix de vachement incentiver les premiers employés. Donc on parle de pourcentage d'attribution, tu vois, de BSPCE. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on les considère vraiment membres de la founding team. Et donc on a vraiment pris des expertises, des tueurs du back-end, des très forts sur du mobile. On est capable de faire des applis en 4 semaines, tu vois. C'est très tech là, tout très tech. Profil, là. Et après un profil qui vient de l'acquisition, qui vient de Ubisoft, du coup, qui a cette capacité à faire beaucoup d'advertising très consumer, mais l'adapter sur le B2B, quoi. Et on a un designer, et un designer de Lydia, quoi. Donc tu vois, on garde dans cette tendance mobile first. Ok. Et donc ça, donc t'as créé en fait, t'as fédéré une équipe de founders autour de toi. Vous avez fait votre levée de fonds. La levée de fonds, sans rentrer peut-être trop dans les détails, mais c'est un processus qui a pris du temps ou qui a été quand même assez efficace. Ça prend du temps, mais en fait, l'erreur numéro 1 des fondateurs, c'est qu'ils prennent trop de temps pour lever des fonds. En fait, ce qu'ils savent pas, c'est qu'il y a quelque chose qui est ultra important, c'est le timing dans ta levée de fonds. En fait, c'est un peu comme un crowdfunding ou autre, c'est de se dire, faut contrôler le timing. Donc, ça m'a pris, je l'ai levé en 2 fois. La première fois, c'était 500 000 euros uniquement de Business Angel, que j'ai fait en 4 semaines, en fait, entre le 15 juillet et le 15 août. Donc, c'était pas le meilleur timing. Ah ouais, pire même. Mais ça a bien marché. Donc voilà, 4 semaines. J'avais identifié 160 investisseurs, certains que je connaissais, certains que je connaissais pas. Que t'avais réuni évidemment dans Folk. Dans Folk, là-dessus. Donc, où certains peuvent le faire dans Folk ou dans Notion, quoi. Et j'en ai contacté une centaine. Exactement 99, je crois. J'en ai 60% qui ont exprimé leur intérêt, tu vois, de rejoindre. Et j'ai 25% qui ont dit non. Et le reste était un peu resté silencieux. Donc, j'avais partagé toutes les stats sur cette levée de fonds. C'est pas ça, faut que je regarde. Et derrière, 4 semaines, c'était clôturé. Derrière, je voulais lever plus d'argent, 1,5 million à la base, pour avoir à peu près 2 millions d'euros, qui était la somme pour survivre 2 ans et pour réussir à prouver le modèle. Ouais. Et on sait qu'une chose, c'est que les investisseurs, ils sont vachement intéressés par les meilleurs deals du moment. Et donc le fait de pas avoir levé avec des investisseurs au début et de pas avoir fait 1 million ou 1,5 million, ça a créé cette frustration où tout le monde voulait rentrer dans le tour, mais il n'y avait pas de place. Et donc, on a fait monter les enchères avec une dizaine d'investisseurs. Donc, on a parlé uniquement à 10 investisseurs qu'on connaissait, qu'on savait qu'ils allaient investir dans une boîte sans produit. C'était la vraie particularité. Là, tu peux donner quelques noms ou c'est un peu secret? Non, on peut donner des noms, mais globalement, il y avait Emblem et Lightspeed qui sont officiellement, tu vois, investisseurs. Mais du coup, des fonds. Ouais, des fonds. Ah, tu veux dire sur les business angels? Non, les business angels, on a tout sur le website. Donc, il y a les 30 business angels qui sont tous sur le site internet là-dessus. Et donc, après, on a repris une semaine en novembre où on s'est dit, on va tenter de lever des fonds avec des fonds européens. Si ça marche pas, je vais à New York pendant 3 semaines et je lève avec des fonds américains.
Et donc, on leur a dit, je suis à Paris je crois que c'était du 6 au 12 novembre. C'est à prendre ou à laisser. Après, on va lever aux États-Unis. Et donc là, on a rencontré 10 fonds d'investissement et on a reçu 3 fonds d'investissement très chauds et on a signé avec Lightspeed. Et du coup, de par notre négociation, tu as toujours un pourcentage de dilution. Donc, tu parles jamais de valorisation, tu parles d'un pourcentage de dilution. Et ce qui a fait que au lieu de lever 1,5 million, on a levé 3 millions. Ok. 3 millions. Tu peux le dire du coup à combien vous avez dilué ou c'est secret? On est à peu proche de tout ce que fait les startups. Donc on voulait faire 20%. On a eu une offre avec un peu plus de dilution. Donc on est plus proche des 22,5 à ce jour. Mais qui nous permet d'avoir un peu plus de trésorerie et du coup de rater. Franchement, je trouve que c'est un bon deal quand même. De rater, vu où vous en étiez quoi. Bon voilà, je conseille à tous les entrepreneurs de lever moins de 20% de dilution sur leur premier gros tour de fonds d'investissement. Ouais. Ou alors, quand vous avez vraiment un play, vous avez besoin d'argent. Donc, nous, on fait beaucoup de publicité en ligne. Et donc, on avait besoin d'avoir un peu sous la pédale, quoi. Bah, toi, t'as besoin d'énormément de budget au niveau de la tech et au niveau de l'acquisition. Donc, quand même, là, t'as besoin d'argent, quoi. C'est ça. Mais là, du coup, t'as un run de quoi? De au moins 3-4 ans, là. Bon, si on regarde sur le papier, sur notre burn du mois dernier, on a 80 mois. Tu vois. Ouais. Donc, mais après, on n'est pas encore en plein régime. Oui, tu vas monter en puissance, ouais. Exactement. Tu vois, on a dépensé 3 000 € de publicité le mois dernier, ce qui est beaucoup, mais qui est rien Sachant pour nous. Tu veux faire du M&A, comme tu disais. Alors, le M&A, c'est quand on rachète des mais concurrents. Ça, on le fera avec de la dette externe. Ouais. Je reviendrai sur ton podcast où je ferai un post LinkedIn quand on aura fait le premier. Mais non, je pense que l'idée, c'est on cherche la profitabilité en moins de 18 mois. C'est ça notre KPI. Je pense que très peu de startups mettre ça en premier milestone. Et déjà, si on arrive à faire ça, après, on arrivera à faire d'autres choses. Mais soyons rentables en moins de 18 mois et après, on pourra accélérer. Ok, bah écoute, ça c'est trop cool. Donc là, si tu devais, tu vois, nous, je sais que c'est quelque chose qu'on faisait chez Kimono, que je fais également chez à la Chapelle, c'est que chaque année, on lui donne un titre et on donne également un titre à chaque trimestre. Tu vois, par exemple, j'en ai comme ça qui me viennent. Des fois, le titre du trimestre, ça peut être un pas en arrière. Le titre, ça peut être consolidation. Le titre, ça peut être accélération. Le titre, ça peut être, bref, tu vois, ça peut être des choses comme ça. Toi, du coup, ça va être quoi, là, ton mot d'ordre, on va dire, de ces 3 trimestres 2024, là, qui restent? C'est quoi, là? Il faut aller vite sur l'acquisition. Il faut tester le plus d'apps possible. C'est quoi le mot d'ordre? Le mot d'ordre, c'est make it work, tu vois. Faut que ça marche. Ouais. Faut que ça marche. Donc, il faut qu'on teste le plus de choses possible. Il te faut un début de track record, en fait. Pour que ça réussisse. Donc, il faut faire toutes les erreurs, comprendre pourquoi on a fait ces erreurs, les corriger, s'assurer qu'on a les bonnes personnes au sein de la boîte, s'assurer qu'on a les bonnes méthodes de travail et aller chercher la réussite qui est pour nous aller chercher du revenu, quoi. Et là, du coup, en fait, toutes les apps que vous avez montées, ça va être en mode full interne. Tu vois, on prenait l'exemple d'Adrien en exemple. Alors, pareil, tu vois, là, je pense que tu vas me renseigner parce que moi, je sais pas exactement. Tu vois, par exemple, Oma, qui est l'app qui a levé. Omada, pardon. Ouais. C'est une boîte à côté de l'Uni. C'était un projet de l'Uni qui est devenu une boîte sur laquelle ils ont levé, quoi. Exactement. C'est des choses que vous pourriez faire, vous? Je suis encore très loin de ça. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que lever des fonds, c'est toujours un moyen d'atteindre quelque chose, quoi. Donc, sur le principe, peut-être qu'on lèvera sur une boîte qui s'éloigne de la vision de ce qu'on a envie de faire dans la suite. Peut-être qu'on vendra une app aussi, parce qu'en fait, on a un best-seller, mais ce best-seller, il nous amène dans une mauvaise direction, peut-être. Est-ce que au final, on a un mec en interne qui veut développer la boîte, quitter la boîte et la développer, autant rester, tu vois, associé. Je sais pas, il peut se passer plein de choses. Ce que je sais, c'est que lever des fonds en equity n'est pas la solution à tous les problèmes. Ouais, clairement. On pensait que ça l'était sur les 10 dernières années. Et c'était des termes qui étaient ultra intéressants. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, on doit quand même analyser les autres opportunités que juste donner des pourcentages qui paraissent fictifs mais qui coûtent cher à la fin. Ouais, non, je comprends. J'avais une autre question là, du coup, qui est beaucoup plus terre à terre et du coup qui revient un peu au sujet qu'on a eu en intro, qui est du coup le sujet du growth. Là, du coup, comment tu t'y prends un peu avec cette nouvelle cible en soi, qui est très différente de celle, par exemple, que tu pouvais avoir chez Spendesk, ou chez Spendesk, par exemple, tu démarchais plutôt des boîtes qui avaient le persona de la nôtre. Par exemple, tu vois, des boîtes comme Kimono ou autre. Or là, tu vas aller plus
démarcher des garages, des coiffeurs, des professions libérales. Comment tu t'y prends pour les atteindre, ces gens-là? Non, on parlait beaucoup au début du podcast de cycle, tu vois, et je pense que j'avais été à la fin du cycle, du SaaS, B2B, drivé par des sales, de l'automatisation. Donc, je voulais me refaire kiffer à aller sur du growth nouveau, apprendre des choses, et aller pour moi sur des économies d'échelle, bosser sur de la viralité, bosser sur vraiment du volume qui est énorme. Tu vois, on aura plusieurs millions de téléchargements et ça c'est quelque chose que j'ai jamais vécu et qui m'excite énormément. Aujourd'hui, on est très dépendant du paid acquisition, qui est le moyen en fait, on fait des publicités où on met on met en exemple notre application dans les mains. C'est sur quoi? C'est sur l'App Store ou le store d'Android? C'est où? Ou sur Google carrément? Donc aujourd'hui, les apps sont dans le store. Hein. Ouais. Les apps sont dans le store. Et là, store. tu peux payer des apps dans le store? Moi, je connais rien. Donc en fait, t'as deux choses. Là, pour l'instant, le premier channel sur lequel on investit, c'est t'ouvres ton fil Instagram, ton fil Facebook, ton fil TikTok, tu vois une app qui répond à un problème que t'as. Okay. Et donc tu télécharges. Ça, c'est le plus gros channel, je pense, qui va nous amener aux premiers 100 000 utilisateurs. Derrière, tu as ce que tu disais. Donc, aujourd'hui, tu peux avoir une approche qui est plutôt basée sur les keywords, en fait. C'est de se dire comment je target des keywords. Donc, ça peut être soit des gens qui tapent dans Google. Si vous regardez, vous tapez GPS dans Google, vous allez avoir des publicités Apple qui apparaissent avec Waze et tout ça. Donc, ça, on peut positionner sur des mots-clés ici. Ou sinon, dans ton App Store, tu vas taper note de frais, il y a un mec qui va payer pour que quand tu tapes note de frais, tu sois sur le résultat du haut. Les gens, ils vont vraiment taper note de frais dans l'App Store? Tu as beaucoup d'outils qui te permettent de savoir en fait ce que les gens tapent. Donc note de frais, je crois que c'est quand même 400 personnes en France par mois qui tapent ce mot-clé sur les estimations. Du coup, ça me paraît pas beaucoup. Tu vois, ça paraît pas beaucoup, mais c'est pas non plus ridicule, quoi. Alors que sur Google, ça doit être, le même chiffre, ça doit être par heure, quoi, tu vois. Ouais, je pense. Bon, après, les gens tapent plusieurs mots-clés larges, et ainsi de suite. Mais oui, c'est sûr qu'aujourd'hui, tu tapes story animé sur l'App Store, tu vas avoir des millions de recherches. Non, mais par contre, en effet, ceux qui tapent note de frais sur l'App Store, c'est ultra ciblé, quoi. C'est un iceberg, en fait. Donc, les gens qui ont le réflexe d'ouvrir l'App Store pour chercher un software, c'est la top de l'iceberg, quoi. Donc, nous, maintenant, c'est qu'on doit retourner l'iceberg pour penser aux gens t'as pas besoin de t'inscrire sur un site internet, en fait. Ouvre ton téléphone et il y a forcément un truc qui va faire ce que t'as besoin, quoi. Non, mais en fait, quand t'as dit ça, en fait, on comprend quelle est ta vision et du coup, on comprend pourquoi t'as donné ce nom à la marque, même s'il est long. En fait, on comprend qu'il veut tout dire, en fait, tu vois. Et donc ça, c'est quand même, ça c'est hyper clair. Toi, du coup, t'as une vision à quoi, 5 ans, 10 ans, où t'arrives à avoir, t'arrives à te projeter dans cette boîte où là, t'as fait une première étape et en fait, toi, t'es quand même assez court-termiste et là, c'est étape par étape, mur par mur, quoi. Je pense qu'il faut avoir les deux. Peut-être ce qui m'a manqué au début de Spendesk, c'est que j'avais une vision trop court-termiste parce qu'en fait, c'était mon premier stage. Donc, je me suis jamais imaginé que j'allais rester 6 ans dans cette boîte où tu fais un stage où on était 4, tu vois. Ouais. Donc, il faut aller toujours une version long term. Donc, moi, j'ai construit Mobile First pour être la boîte que je veux toujours être le boss dans 10 ans. Tu vois, je veux que ça soit la boîte de mes rêves travailler avec les meilleurs talents, avoir les meilleurs bureaux autour de moi et surtout avoir des utilisateurs que j'ai envie d'avoir, en fait, des produits et des utilisateurs que j'ai envie d'avoir. Donc, ça a été ça pour ça que j'ai mis 2 ans pour trouver c'était une to-do list de quelle idée d'app, quelle idée de produit, en fait, correspond à ma checklist d'entrepreneur. J'ai mis 2 ans, tu vois, à arriver à ce constat-là. Le deuxième aspect, je pense que tant que ta boîte ne génère pas un flux de cash important, c'est pas une vraie boîte, en fait. Donc oui, aujourd'hui, on pourrait recruter 30 personnes, on pourrait avoir des bureaux de ouf, mais c'est pas mon argent, tu vois. J'ai levé de l'argent d'investisseurs externes, c'est pas mon revenu, quoi. Donc là, ma top priorité sur les 18 prochains mois, c'est d'arriver à 1 million de revenus, qui est à peu près la rentabilité, quoi. Et donc ça, c'est la priorité absolue. Donc tant que j'ai pas passé ça, c'est difficile de penser à 3, 4 ans, 5 ans, quoi. Donc le dilemme d'un entrepreneur, tu dois le vivre au quotidien, c'est je sais où j'ai envie d'être dans 10 ans, je sais où je dois être dans 18 mois, mais là, faut que je sache ce que je fais cet après-midi et ce que fait l'équipe cet après-midi, quoi. C'est ça le gros challenge. Du coup, ça veut dire qu'on se dit que Noël 2025, tu reviens dans le podcast pour faire un catch-up et nous annoncer que t'as dépassé c'est quoi, il te faut 1 million d'ARR en fait pour dire que t'es à peu près à l'équilibre, quoi. Ouais, je pense, tu vois, 8 personnes aujourd'hui avec un peu de dépenses marketing ou autre, ça va vite, hein, les salaires français sont ultra chargés et c'est pour ça que quand je vois les gens beaucoup recruter, je me dis faites attention, quoi. Recrutez peu, des bons profils assez seniors avec des gros salaires, mais au moins vous avez le contrôle, quoi. Tu m'étonnes.
pose toujours la même question un peu vers la fin du podcast, mais en fait on y a un peu répondu. C'était avec qui tu voudrais me mettre en contact. Du coup tu me parlais de Bénédicte de Emblème, la fondatrice d'Emblème. Bénédicte comment? C'est un nom à rallonge, donc tu me pardonneras de l'écorcher. Bénédicte de Emblème. Bénédicte de Emblème, et qui a du coup monté une boîte avant de monter Emblème et qui a vachement partagé sur le rachat cette boîte-là. Ok, donc il y a quand même le côté entrepreneur de ouf. Oui, quoi. c'est une entrepreneur, c'est celle qui avait monté Clustry, que tu dois Clustry. connaître. Oui, je connais très bien. Donc voilà. Mais donc, attends, tu sais que c'est une histoire de ouf. Ah mais oui. Mec, la première technique de growth de Kimono pour le lancement. Pour le lancement, nous en fait, on lance Kimono avec Olivier et du coup et The Family. Donc vraiment, on met pas un copec dans la boîte. On n'a rien, on est personne. On a un logo, une tagline, une landing page. Et en fait, la première OP, le seul millier d'euros de capital social qu'on avait mis, comment on l'a dépensé. Et ben en fait, on a appelé une quinzaine de boîtes qu'on aimait bien, donc Clustry. Okay. Et on leur a dit, si vous voulez, on vous fait le pull de vos rêves. Tu vois, le pull de vos rêves, le teddy de vos rêves, le bombers de vos rêves. Enfin, le truc, vous avez all-in, tu veux de la broderie là, ton logo là, en broderie bouclette. Enfin, vraiment le truc ultra stylé. C'est-à-dire que chaque prototype nous coûtait 100 € et quelques. Enfin, tu vois, le truc de ouf. Et en plus, on disait, on vient dans tes bureaux te l'offrir avec un photographe et on te fait un shooting. Tu pourras le garder pour toi ou quoi. Donc, tu vois, on avait eu merde, j'ai oublié son prénom. De qui? Clustry. Son prénom c'est Bénédicte. Bénédicte de Clustry. Donc il y avait évidemment Alice de Family. On avait putain, je suis nul. Comment s'appelle la nana de Station F? Roxane. Il y avait le CEO de Itch, CEO d'Agricool à l'époque, Feu Agricool. Il y avait le mec de AfroStream, pareil Feu AfroStream. Enfin bref. Toutes les plus belles boîtes du moment, les plus hype. Et on leur avait fait un bet de shooting avec le bet de truc. Et c'était en mode, la tagline, c'était Kimono habille les plus belles startups. Pourquoi pas toi, frère? Tu vois? Et là, mec, on avait fait ça. On avait préparé toutes les bases de données. On avait shooté toute la terre entière. Et on avait pris, je sais pas, 250 demandes de devis en une semaine. Et c'est pour ça que j'avais pas entendu parler de Clustry depuis cette époque-là. Bah oui, elle raconte sur LinkedIn la vente et tout ça et comment elle est devenue investisseuse, quoi. Faudra que je retrouve cette photo. Bah, tu vois, j'irai lire et puis écoute, trop chaud pour une. Je te fais l'intro. Pour une mise en relation. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs questions que je t'ai pas posées, que t'aurais aimé que je te pose pendant ce podcast? Je pense que c'est la difficulté. On a parlé de pas mal de sujets, je pense. Donc t'as couvert la totalité. Si les gens ont des questions, qui les posent soit en commentaire de la vidéo, soit qui nous pingent sur les réseaux. Sur toi, où est-ce qu'on te trouve? C'est plutôt sur LinkedIn? Sur LinkedIn, ouais. Où tu peux réépeler ton nom. Jérémy Goyot, Goy2LOT. Je sais jamais l'écrire, en fait, c'est pour ça que je te préfère que tu le fasses. Donc et Jérémy Y. Jérémy Mobile First, ça doit sortir, non? Ouais, Jérémy Mobile First, maintenant, ça devrait. Mais tapez pas Jérémy Spendesk. Hein, ça devrait arriver aussi, ça devrait arriver aussi. Écoute, Jérémy, trop cool en tout cas. Merci à toi d'être venu, parce que c'est vrai qu'on a décidé ça un petit peu au dernier moment. En tout cas, merci pour ta dispo. C'était cool qu'on se voit pour la première fois en vrai. Après s'être autant parlé. Je cherche ce que je dois dire à chaque fois. C'est le 50e épisode. Mais à la fin de l'épisode, il faut bien sûr que je remercie les personnes chez qui on est. Donc on est chez Podspace. On les remercie évidemment. Le sponsor, je sais pas s'il y en aura un sur cette saison, donc je sais pas encore qui c'est. Tu mettras plus tard. Si vous êtes sur YouTube, mettez un like, abonnez-vous, c'est la base. Mettez un petit commentaire, ça fait plaisir, ça m'aide à exister dans le référencement. Si vous êtes sur Spotify, Apple Podcast, vous mettez 5 étoiles, ça vous prend 2 putains de secondes, mais moi ça m'aide énormément, évidemment. Et il me reste qu'à te remercier à toi si tu as écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup Jérémy, et à bientôt à tous dans le podcast.